Salut la compagnie, c'est Jules Melon. Et aujourd'hui dans la Ciné Critique, vidéo spéciale hommage au célèbre cinéaste espagnol Carlos Saura, qui vient de nous quitter en ce début d'année 2023. Et j'ai donc décidé de revenir sur son film le plus connu, sorti en 1976, Cría Cuervos, qui est en fait le début d'un proverbe campagnard disant Cría Cuervos y te sacarán los ojos, ce qui veut dire élève des corbeaux, ils t'arracheront les yeux. Oui, référence aux enfants souvent ingrats envers leurs parents. Au casting, dans le rôle adulte principal, double d'ailleurs, Geraldine Chaplin, qui était à l'époque la compagne du metteur en scène, interprétant à la fois la petite fille principale du récit, mais 20 ans après, et la mère disparue de celle-ci. À ses côtés, Mónica Randall, qui joue la tante, Florinda Chico, la gouvernante, dans le seul rôle masculin principal, Héctor Alterio, le père, mais surtout, crevant l'écran, la petite Ana Torrent, qui joue donc Anna, fille de 8-9 ans, qui va être témoin de beaucoup de choses, et c'est de son point de vue qu'on va voir donc cette histoire se déroulant dans les années 1970 en Espagne, donc toujours sous le joug du franquisme, on reviendra sur ce point, et une famille vient de vivre un deuil, même double deuil quelque part, puisque là, si on voit le père mourir dès le début, alors qu'une femme s'en va, la maîtresse d'ailleurs, avant, la mère est morte. Et Anna, donc, qui voit cette scène, donc la dame qui s'en va, confrontation à la mort, le père sans vie dans le lit, se remémore aussi sa maman, qui pour elle est disparue. Le concept de la mort est un petit peu vague pour les enfants, forcément, et qui fait revenir celle-ci à travers des souvenirs, en se la matérialisant face à elle, comme ça à volonté. C'est presque un film de fantôme aussi. De toute façon, Cría Cuervos, c'est quelque part un petit peu cela, politiquement parlant aussi, mais je vais y revenir. Et donc, on va suivre Anna et ses deux sœurs, la grande et la plus petite, qui vont essayer de vivre leur vie tranquillement avec des petits jeux, d'où la chanson aussi qui revient souvent, mais ça, je vais en parler. Mais aussi, donc, confrontation face au monde adulte, à la disparition, au deuil et à une certaine tristesse aussi. Donc, c'est un film assez poignant, que j'avais découvert à l'époque, alors probablement au lycée en seconde. Bon, quand on n'y est pas préparé, ado, comme ça, forcément, on reste un petit peu à quai. Mais une chose m'avait marqué forcément dans ce visionnage, c'est la chanson principale de Jeannette, Por qué te vas, que j'avais étudiée en plus avant au collège, dans un autre cours d'espagnol. Donc voilà, comme une rengaine, comme ça, mais c'est une chanson qu'elles écoutent, les trois petites filles ensemble. Et bon, maintenant, des années après, je suis adulte, j'ai enfin revu. Et oui, c'est une œuvre assez étrange, mais forte, parce que il y a plein d'interprétations à en faire. Enfin, deux principales. D'abord, la plus simple, film sur l'enfance, de petites filles comme ça, qui découvrent donc la réalité tragique de la vie et de la mort, et qui plus ou moins refusent ou pas d'affronter celle-ci. Alors, on reste centré à 95% sur la petite Anna, donc, qui a du mal à y croire, à, on va dire, avoir de l'émotion pour ce qui se passe. Bon, on voit qu'avec son père, c'est pas spécialement non plus une grande relation. Par contre, la mère qui est partie, pour elle, elle n'est pas vraiment morte. Et donc, on apprend avec elle, on la voit apprendre, une sorte d'œuvre d'apprentissage, et ça reste assez comme ça, évasif, mais c'est dur aussi, parce que au fur et à mesure du film, Anna va embrasser l'idée de la mort, même imaginer peut-être l'utiliser, celle-ci pour se venger de certaines choses si on veut, mais parce qu'elle s'entend pas bien avec sa tante par exemple, elle est en plein fantasme de plein de choses et elle a du mal à vivre dans une certaine réalité tout en étant confrontée à cette réalité. C'est assez passionnant et le fait qu'il y ait le discours donc d'Anna adulte qui vient un petit peu se remémorer ce qui s'est passé là, ça fait qu'on se retrouve entre réalité, c'est très austère dans le sens sans artifice, on voit les choses comme ça, très peu de musique si ce n'est donc extra-diégétique, ça je vais y revenir, et il n'y a pas que Por qué te vas. Donc réalité, fantasme, imagination, mais aussi souvenir et mémoire. C'est un film qui joue beaucoup sur la mémoire, ou sur l'absence de mémoire. Et donc voilà, et là-dessus forcément on navigue un petit peu sur les moments un peu légers et les moments très graves de cette intrigue dans une famille où vous avez donc, oui, les trois petites filles, donc la tante qui vient s'occuper évidemment des filles maintenant parce que les parents ne sont plus là, et cette gouvernante là qui est particulièrement un peu volage, mais pas que. Sans oublier la grand-mère, qui est un personnage, à mon avis, pivot et très important d'un film, qui s'avère surtout, selon moi, mais vu l'époque, ça me paraît évident,
très politique. Parce qu'il faut savoir que le film sort donc sur la fin du franquisme, période de transition à venir, celui-ci était déjà en train de s'évaporer, de mourir, hein, clairement. Donc cette dictature qu'a connue l'Espagne durant plus de 30 ans, Carlos Saura lui-même l'a vécu, il l'a méprisé, hein. Celle-ci a dû contourner pas mal de censure pour faire ses premiers films. Là, il sent que ce régime politique est en train de mourir, et il fait un film là-dessus. Tout simplement, parce qu'on a la société espagnole de l'époque là qui nous est montré le fait que le père soit un militaire franquiste n'est clairement pas un hasard, et qu'il soit montré comme un détestable patriarche qui méprise les femmes qui jouent avec elle, dont la mère, hein, qui peut-être en meurt indirectement ou directement, on ne sait jamais vraiment comment, de ce qu'elle a pu subir de son mari, qui la trompe, hein, grosso modo, avec toutes les femmes qui tournent autour. C'est assez violent, et c'est évident. D'autant plus que les petites filles ici représentent le nouvel espoir de l'Espagne, qui refuse, à travers Anna en tout cas surtout, de confronter le monde adulte, paralysé, ankylosé par ce franquisme. On voit la tante qui est un petit peu... elle a subi aussi, mais elle a ce côté méchant aux yeux d'Anna qui peut représenter le système. On a la gouvernante qui est un petit peu utilisée aussi, mais qui s'en accommode un peu. C'est terrible, hein, quand tu lis ça comme ça. Et puis bon, la mère qui, pour le coup, représentait peut-être une forme de liberté impossible, totalement cadenassée par un mari qui a pris possession d'elle, comme le franquisme avait pris possession d'une Espagne républicaine. Je pense qu'il faut voir ça comme ça. Et alors, la grand-mère. Moi, ça m'a beaucoup touché parce que donc la mamie, elle est là, elle va avoir, je sais pas moi, entre 70 et 80, grosso modo. Elle est dans son fauteuil, paralysée, elle ne peut rien dire. Et ça, c'est le souvenir, du coup, l'absence de souvenir, ça joue sur la mémoire, parce qu'elle a du mal à se souvenir, justement, de cette Espagne d'avant, qui était libre, avant Franco, donc, et qui est placée là devant ses photos, devant ses souvenirs, à presque vouloir en mourir, de ne pas vraiment pouvoir revivre cela. C'est terrible. Au-delà des mots, c'est là où la force de Carlos Saura aussi, c'est de beaucoup évoquer au-delà des discours, au-delà des dialogues, sur des images, sur des situations. Et en plus, rajouter à cela la musique de la grand-mère, là. Hi Maricruz, nanana. Bon, un truc des années 30, quoi, 40. Enfin, surtout 30, j'imagine. Qui représente un temps totalement révolu, en décalage. Et oui, cette liberté d'antan qui n'existe plus, mais qui va peut-être revenir maintenant, là. Et c'est pour ça qu'il y a une idée de transmission qui se fait, mais au-delà des mots, entre la grand-mère et la petite Anna, qui sera donc dans une Espagne plus libre par la suite. Quoique à l'époque, quand Carlos Saura fait ce film, il ne sait pas où son pays va. Il y a une référence au roi sur la toute dernière scène. Alors, c'est pas un spoiler, hein, c'est un truc sur les murs, là, mais un tag. On se pose la question et hop, on va de l'avant, on avance quand même. Parce que le film se déroule le temps d'un été, puis après on arrive sur une nouvelle année du point de vue des enfants. Parce que pour les enfants, les nouvelles années, c'est la rentrée. Hein, c'est la fin de l'été. Donc, très fort tout ça. Et bien sûr, bon, ces deux musiques-là principales, parce qu'elle est vraiment marquante aussi, donc la chanson de la grand-mère. Et cette histoire-là, donc, de ce franquisme mourant. Au moment où le film sort, je crois que Franco est mort. Enfin, je sais pas. C'est 75, 76, tout ça, là, c'est très... C'est vraiment la fin du franquisme, là. Mais on voit qu'il devait peut-être encore contourner la censure, parce que c'est pas frontal non plus, mais je pense que ça en dit long, et que c'est assez parlant comme cela. C'est un film qui peut paraître encore, aujourd'hui, j'allais dire vieillot non, mais bon, c'est classique, quoi, mais ça fonctionne très bien vu le contexte. Il faut le replacer dans un contexte. Parce que voilà, après, vous allez voir ça pendant 1h50, il y a des moments où vous pouvez souffler devant en disant, oui, bon, on avance, on a compris, mais tout est très important. C'est une œuvre qui est assez glaçante et marquante. C'est pas le film ultime à conseiller non plus, mais c'est un film très important pour aussi voir la représentation espagnole, notamment à travers un artiste, de cette période-là qui va tout changer, qui promet peut-être des choses. Mais en attendant, ici, on est en mode apesanteur. On est là et on a le poids de ce qui s'est passé. C'est un film qui est hanté, d'où le film de fantôme, par ces plus de 30 ans de franquisme, qui est encore donc, sous le joug de celui-ci, et qui a du mal à aller de l'avant. Mais peut-être que, d'où le dernier plan, on va avancer quand même. Donc, Cría Cuervos, je vous le conseille quand même, parce que c'est un film assez marquant, qui
va ensuite annoncer une autre forme de cinéma en Espagne, la Movida par exemple. On n'y voit pas forcément ici la représentation de celle-ci, si ce n'est à un moment où vous avez la gouvernante qui monte ses seins. Déjà, ouverture, mais ouverture justement vers plus de liberté d'action, peut-être. Donc oui, merci Carlos Saura pour cette œuvre. J'avoue ne pas avoir vu d'autres films du monsieur, donc n'hésitez pas à dire en commentaire si vous aimez ce film, déjà, hein, et à proposer ainsi d'autres œuvres donc, de ce cinéaste visiblement très passionnant. Je vous laisse donc la parole et je vous dis à la prochaine. Ciao.